Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Les sociétés minières de Bofa projettent leur première production pour 2020. Compte tenu de cette date, le ministre des Mines et de la Géologie vient de visiter les infrastructures en construction dans la région. Il y a de cela 123 ans que mourait Modisori Bari, fils de l'Almami Bokar Bureau Bari. C'était au cours d'une bataille contre la pénétration coloniale. En témoignage de ce souvenir, le Conseil des sages de Timbo commémore cette date historique. À la page culture de cette édition, Dr Famara Kamara vient de faire paraître son roman intitulé Âme noire en péril. L'œuvre aborde le destin tragique d'une famille guinéenne victime des débordements de la rébellion en Sierra Leone. Mesdames et messieurs, bonsoir. À toute ma joie est de vous retrouver dans cette édition d'information qu'on débute sur ce décret barre 2019 numéro 302 portant nomination de magistrats. Le président de la République décrète. Article 1er. Les magistrats dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Cour suprême. Président de la 4e chambre civile, Adja Kadiatou Traoré. Président de la chambre pénale, M. Kamfori Kalmtamba, précédemment conseiller en remplacement de M. Seydou Keita Muté. Conseiller, M. Mohamed Saïd Diop, précédemment président de la 1re chambre civile, économique et administrative de la Cour d'appel de Conakry. M. Siriman Kouyaté, précédemment inspecteur à l'inspection générale. Mme Marie-Joséphine Silla, précédemment conseillère à la Cour d'appel de Conakry. Amadou Sagnan, précédemment président du TPI de Farana. Avocats généraux, M. Mamadi Traoré, précédemment avocat général près la Cour d'appel de Conakry. M. Aboubakar Sir Silla, précédemment procureur de la République près du TPI de Kaloum. M. Mamadou Malado Diallo, précédemment substitut général après la Cour d'appel de Conakry. Secrétaire général, M. Mamadou Alioune Dramé, précédemment premier président de la Cour d'appel de Conakry. Conseiller maître, Mohamed Cheikh Keita, M. Mohamed Bachir Faye, M. Fodé Moussa Kamara. Cour d'appel de Conakry. Premier président, M. Seydou Keita, précédemment président de la 1re chambre pénale à la Cour suprême, président de la 1re chambre de contrôle de l'instruction, Mme Irène Adjimalis, confirmée. Président de la 2e chambre de contrôle de l'instruction, M. Zouti Zaoro Beavogui, confirmé. Président de la président de chambre, 1re chambre civile, économique et administrative. M. Mohamed Chérif So, précédemment président de la 2e chambre civile, économique et administrative. 2e chambre civile, économique et administrative. M. Saïdou Diallo, précédemment président de la 4e chambre civile, économique et administrative de la Cour d'appel de Conakry. 3e chambre civile, économique et administrative, M. Victorien Abba, confirmé. 4e chambre civile, économique et administrative, M. Ibrahima Kamara, précédemment conseiller à la Cour d'appel de Conakry. 5e chambre économique et administrative, Mme Oumou Awadou Kouré, confirmée. 1re chambre correctionnelle, M. André Safela Leno, confirmé. 2e chambre correctionnelle, Mme Fatou Bangoura, confirmée. 3e chambre correctionnelle, M. Mangadouba So, confirmé. Chambre criminelle, M. Suleiman Ba, confirmé. Mesdames et messieurs, la suite de ce décret à retrouver dans les éditions d'information de la radiodiffusion nationale à 22h et à 6h45. À l'entame de ce journal, les relations diplomatiques et économiques entre la Guinée et la Chine sont au beau fixe après 60 ans de coopération. Pour en parler, le chef de l'État a reçu en audience au palais Sékou Touréa le vice-président de l'Assemblée nationale de la Chine, Sanan Keita. Le président de la République rencontre le vice-président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine, en compagnie d'une importante délégation. Un tête-à-tête d'abord a eu lieu entre ces deux personnalités qui ont longuement discuté des relations d'amitié et de coopération
qui ont toujours existé entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. Puis, professeur Alpha Condé et son hôte ont élargi les échanges aux 10 délégations chinoises et guinéennes. Des échanges axés surtout sur la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. Comme pour dire tout simplement que Conakry et Pékin entretiennent de très fortes relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. Ce tableau est une illustration parfaite qui symbolise ces 60 ans d'union entre les deux pays avec deux leaders résolument engagés aujourd'hui à renforcer l'axe de coopération Conakry-Pékin, professeur Alpha Condé et Xi Jinping. De l'importance des relations entre la Chine et la Guinée. Et cette fois-ci, nous sommes également venus pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations sino-guinéennes. La Guinée a été le premier pays subsaharien à établir des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle en 1959. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les Chinois disent toujours que la Guinée est un bon ami, bon partenaire et bon frère de la Chine. Au cours des 60 ans écoulés, les relations sino-guinéennes connaissent un excellent développement. Surtout ces dernières années, grâce à l'engagement de nos deux chefs d'État, d'importants consensus ont été dégagés entre la Chine et la Guinée. L'année dernière, lors du sommet de Beijing du FOCAC, le président Alpha Condé et le président Xi Jinping ont eu un entretien très fructueux. Je suis convaincu que grâce au soutien et à l'engagement de nos deux chefs d'État, les relations sino-guinéennes se porteront de mieux en mieux. Ces messages forts du vice-président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine témoignent davantage de la volonté des autorités chinoises à toujours maintenir et renforcer les relations diplomatiques entre Conakry et Pékin. À l'hémicycle, la politique générale budgétaire de 2020 a été présentée ce lundi aux députés. C'était à la faveur d'une plénière. En marge des travaux, le pôle financier de l'État a présenté les grandes orientations du budget de l'année prochaine. Robert Séditono. C'est une plénière qui était consacrée à la présentation de la politique budgétaire 2020 dans son ensemble. D'abord, le ministre de l'Économie et des Finances a, dans sa déclaration, indiqué que l'essentiel des efforts sera orienté vers la présentation de la stabilité macroéconomique et l'atteinte des objectifs budgétaires. Le projet de budget 2020 met l'accent sur les investissements structurants, notamment dans les infrastructures et le développement du capital humain. Continuer la mise en œuvre des politiques macroéconomiques saines pour renforcer la stabilité macroéconomique en relation avec les objectifs définis dans le PNDS et le programme économique et financier. Pour éclairer l'opinion des honorables députés sur le projet de loi de finances 2020, le ministre du Budget a présenté les grandes masses et soldes caractéristiques du projet de budget 2020 qui se présente comme suit. Recette totale 21 706 milliards, soit 15% du PIB. Dépenses totales 26 730,7 milliards, soit 18,3% du PIB, dont 9 478 milliards en dépenses d'investissement, soit 7% du PIB. Le solde de base 922,30 milliards, soit 0,6% du PIB. Parlant du partage de la prospérité économique à la base, le ministre du Budget a précisé l'orientation des fonds pour l'exercice 2020 avant d'évoquer le fonds qui sera alloué aux prochaines échéances électorales dans le pays. De son côté, la ministre du Plan et du Développement économique a largement expliqué les résultats atteints par le Programme national de développement économique et social PNDS, programme qui arrive à expiration en 2020. Les stratégies nationales et sectorielles, en lien avec le PNDS, l'enveloppe
du projet de budget d'investissement s'élève à 19,4 milliards de francs guinéens, dont 3 177,4 milliards, soit 31,7 en ressources intérieures, et 6 842 milliards, soit 68,3% sur financement extérieur. Le budget connaît ainsi une augmentation de 10,9% par rapport à la loi de finances rectificative de 2019 qui était de 9 032,2 milliards de francs guinéens. Cette augmentation est consécutive à une mobilisation plus accrue du financement extérieur en lien avec la concrétisation d'une partie des promesses du groupe consultatif de Paris de novembre 2017 sur le financement du PNDS. Enfin, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, dans la présentation de la politique monétaire, a particulièrement insisté sur les réformes entreprises avant d'évoquer les perspectives en 2020. La Banque centrale continuera à surveiller l'évolution des principaux indicateurs macroéconomiques, notamment le taux d'inflation qui devra être maintenu à un chiffre. À partir de décembre 2019, ce taux devra tendre vers la cible de 5% du programme de coopération monétaire. Ces différentes présentations autour de la politique budgétaire 2020 ont eu lieu sans débat. Et puis, le ministre des Mines et de la Géologie a visité les installations des sociétés minières installées dans la région de Bofa. Abdoulaye Magasouba est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux des projets miniers lancés dans cette préfecture côtière. Lancé Koulibaly. Installé à Guémeiré dans la préfecture de Bofa, Kimbo Bauxite reçoit la première visite de terrain du ministre des Mines. Les travaux d'établissement de cette société avancent à un rythme impressionnant. Porté par un promoteur guinéen, Kimbo Bauxite emploie déjà en sa phase de construction plus de 500 personnes. La première production est attendue en février 2020. Globalement, on mise sur le mois de février pour la première sortie de la bauxite. La route là, c'est la nationale numéro 3. Donc, il fallait faire ce pont pour soulager la population de la Guinée, parce que c'est une route internationale. Donc c'est ce que nos ingénieurs ont demandé pour qu'on puisse faire un pont pour ne pas qu'il y ait des accidents et pour mieux sécuriser les mouvements de nos camions. En marge de la construction de son projet, Kimbo Bauxite s'inscrit dans l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Ces deux fourrages sont un don de cette société. De Kimbo Bauxite cap sur le site de Guinéan Brentoche. Ici, le ministre Abdoulaye Magasouba s'entretient avec quelques travailleurs représentant les 100 ouvriers nouvellement engagés. Dans le village de Kokaya, le ministre a eu le temps d'apprécier les installations du port fluvial en construction. Je dirais agréablement surpris par l'état d'avancement du projet. Comme vous le savez, les projets bauxitiques, généralement, ce n'est pas moins de 2/3 de l'investissement qui concerne les infrastructures. Et l'essentiel de ce que nous avons visité aujourd'hui, ce sont des infrastructures, le pont, la route minière et le port en construction. C'est la personnification même de la politique de promotion du contenu local engagée par le président Alpha Condé depuis 2011. Il est bon que les Guinéens soient employés, il est bon que les Guinéens puissent avoir des contrats de sous-traitance, mais il est encore mieux que les Guinéens soient promoteurs, propriétaires de mines. Ça, c'est un projet qui est un consortium de GBT, Axis, mais avec partenaire spécifique qu'on appelle la Sogipami. Il est notre partenaire. Et nous avons la SD Mining aussi qui est partenaire à ce projet. Les premières productions de la société GBT sont attendues en fin février 2020. La capacité de production de cette société est de 5 millions de tonnes par an.
Entre-temps, le ministère de la Santé, sous financement de Breakthrough Action, revise sa politique nationale de promotion de la santé à Kindia. La nouvelle stratégie en élaboration a pour objectif d'harmoniser toutes les actions des intervenants dans le secteur pour une meilleure promotion de la santé. Ça Maratono. Pour favoriser l'accès des populations aux soins de santé de qualité, les cadres de plusieurs départements ministériels, représentants de la société civile, partenaires techniques et financiers, élus du peuple et communicants sont à Kindia. Ces acteurs élaborent un nouveau plan stratégique national de promotion de la santé. Le document vise à faciliter la coordination de toutes les activités des différents intervenants dans le secteur de la santé. Beaucoup de programmes de santé prochainement seront coordonnés. Les acteurs parleront le même langage, diront le même message, adopteront la même démarche vis-à-vis. Parce que le bénéficiaire final, que sont les communautés, que sont la population, ont besoin que les actions qu'on adresse à leur direction soient des actions cohérentes, des actions efficaces. Ce nouveau plan stratégique national de promotion de la santé en élaboration va permettre aux différents services du département de la santé et les acteurs évoluant dans le domaine d'harmoniser leurs approches. Un accent particulier sera mis sur la santé communautaire. Quel que soit l'effort que nous fournirons à travers la construction des centres de santé, la construction des hôpitaux, la formation des cadres et tout ce qui se fait comme effort dans le domaine de la santé, ces efforts aussi doivent prendre en compte la connaissance et les aptitudes des personnes elles-mêmes face à leurs problèmes de santé. Les travaux de révision de la politique nationale de promotion de la santé vont durer 6 jours. Le document actualisé devra servir de guide à tous les acteurs du domaine de la santé en vue de permettre au pays d'accélérer les pas vers l'atteinte de l'objectif santé pour tous selon l'approche multisectorielle. Le service public a une activité d'intérêt général, mais comment amener les salariés de l'État à tirer profit des avantages de leur travail et à suivre une ascension remarquable à travers le respect des lois régissant le service public? Pour répondre à cette question, nous vous amenons dans la région de l'Abbé où se sont tenues des journées d'information et d'échange à cet effet. Sarafdine Diallo, Abdul Aziz Baldé, Mamadou Alpha Baldé, reportage. C'est une nouvelle opération d'information auprès des agents et responsables du service public. À Conakry et à l'intérieur du pays, ces salariés de l'État prennent connaissance du contenu des lois L025 et 27 portant organisation générale de l'administration et statut général des agents publics. On voit une amélioration parce que s'il y a des textes de loi qui protègent les agents des services publics, de la fonction publique, c'est une très bonne chose. Et chaque fonctionnaire doit pouvoir connaître le contenu de ces textes pour pouvoir mieux se comporter et mieux avancer au niveau de son service. Dans la préfecture de l'Abbé, des échanges portant sur la charte africaine et ces deux lois suscitent l'intérêt des cadres administratifs. Ils comprennent mieux certains avantages liés à leurs fonctions, mais aussi la promotion des cadres qui se distinguent de par la qualité de leur travail. Si les fonctionnaires ne maîtrisent pas du tout les textes ou les ignorent complètement, la confusion va s'installer et à notre avis, c'est ce qui provoque beaucoup de conflits inutiles au niveau de la fonction publique guinéenne. J'avoue que nous sommes ressortis de cette salle très satisfaits de la compréhension. Les documents ont été mis à disposition et invite a été faite par nous à tous les participants, une fois dans leurs préfectures respectives, de restituer à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être invités ici à l'Abbé, pour que sur le territoire de la région de l'Abbé, tous les fonctionnaires soient au même niveau d'information par rapport à ces deux lois qui sont d'une importance capitale. Avec la maîtrise des textes régissant le fonctionnement de l'administration, de nombreux cadres pourraient profiter pleinement de toutes les opportunités qu'offrent les évolutions enregistrées dans l'exercice du service public en Guinée.
commémoration de la mort de Modi Sori Bari, fils de l'Almami Bokar Biro Bari, tué le 14 novembre 1896 lors d'une bataille épique contre la pénétration coloniale. Ce jour n'est pas oublié par le Conseil des sages de Timbo qui commémore cette date historique. Pour rappeler le souvenir de cet événement, Alpha Issi Agaba est sur les champs de bataille de Poredaga et de Petel Djiga pour reconstituer les faits. Suivez son grand format. Voici le Bowal de Petel Djiga, un site chargé d'histoire. Nous sommes entre la sous-préfecture de Poredaka et celle de Toulou, dans la région de Mamou. C'est ici où la bataille la plus connue au Fouta a eu lieu. Elle oppose à la troupe de l'Almami Bokar Biro Bari à celle des autres princes hostiles au pouvoir jugé usurpé de ce dernier. C'était le 2 février 1896. La bataille fut intense, ses conséquences désastreuses pour la couronne de Timbo. Petel, en Pola, ça veut dire la roche. Et Djiga, c'est le charognard. Autrement dit, c'est la roche au charognard. C'est qu'il y a tellement de morts, on n'a pas pu les enterrer, et que c'est les charognards qui venaient là, dépêcher des gens comme des animaux. La guerre de Petel Djiga, c'est toujours dans l'esprit de diviser pour régner. N'oubliez pas que le blanc n'avait jamais pu conquérir le Fouta. Maintenant, il a fait en sorte que le Fouta se batte. La stratégie qu'ils ont mise en place, c'est d'opposer les gens. Hein? C'est d'opposer les gens. Hein? Donc ils ont opposé le Fouta au Fouta lui-même. Samedi 14 novembre 1896, 9 mois après la guerre de Petel Djiga, une autre bataille s'annonça. C'est la célèbre bataille de Poredaka. Les scènes se sont déroulées sur cette vallée. Cette fois-ci, les soldats de l'Almami Bokar Biro Bari affrontent l'armée française venue assujettir le Fouta Djallon. Ce champ de bataille porte encore certaines traces visibles de ce choc. Ici, la tombe où repose Modi Sori, le fils de l'Almami Bokar Biro, tué au cours des affrontements. Le 20 novembre de la même année, l'Almami Bokar Biro lui-même sera assassiné à Botoré, une bourgade située entre Timbo et Poredaka. Avec lui, la fin tragique d'une épopée glorieuse. Le Fouta théocratique fut disloqué. La guerre a eu lieu ici. Les Blancs étaient venus du côté de Timbo et Bokar Biro et ses hommes étaient venus de l'ouest ici. Donc les hommes venaient de l'est, les autres de l'ouest. Et ils sont affrontés là. La supérieure, la puissance de feu du colon a eu raison des troupes du Fouta. 123 ans après ces deux événements, les cités et les reliques témoignent de la douleur. Le temps semble suspendu depuis son vol sur les vallées. Depuis les deux batailles, plus aucun arbre n'a poussé. Pour le Conseil des anciens de Timbo, ces lieux gardent leur mystère historique. Il est initié désormais une rencontre annuelle pour enseigner à la nouvelle génération l'histoire du Fouta théocratique. Écoutez, il est certain qu'il faut qu'on se souvienne des morts, surtout si c'est des martyrs. Donc vous savez, au temps de la période coloniale, c'était pas facile. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui les enfants, ça on dit jamais tard de faire quelque chose de bien. Aujourd'hui nous commençons avec l'idée que c'est un test qui est fait aujourd'hui et que dans les années prochaines, c'est pratiquement tout le Fouta, toute la Guinée qui va organiser ça. Parce que ces martyrs, c'est les martyrs contre le colonialisme français, les martyrs de la résistance. Cette bataille du 14 novembre, c'est elle qui a concrétisé l'anéantissement du Fouta en termes d'état théocratique. Et je veux dire par là que ce serait très bien de documenter cet événement pour que la postérité sache effectivement de quoi il s'est agi. Mais quelque part, ça a été les derniers combats livrés par les troupes de Bokar Biro contre la pénétration coloniale. Les champs de bataille de Poredaka et Petel Djiga attirent de plus en plus de visiteurs nationaux et internationaux, des lieux de mémoire et de recueillement.
Direction Koundara, à l'image des autres préfectures du pays, cette localité bénéficie du soutien du chef de l'État et de son gouvernement. Plus d'1 milliard de nos francs ont été investis dans la préfecture pour la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Pour les citoyens du Badiar, c'est une avancée qui les amène à adhérer aux idéaux du chef de l'État. Les détails avec Tabansila, Adama Traoré. À 27 km du centre-ville de Koundara, la sous-préfecture de Sare-Boido. À l'image de plusieurs localités de la Guinée, les citoyens du Badiar disent majoritairement oui à la nouvelle constitution. Ici, au grand stade de la commune rurale, cet idéal se matérialise par ce grand meeting organisé en soutien aux idéaux de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous avons jugé nécessaire, ici même à Sare-Boido, d'organiser cette manifestation pour montrer que nous sommes avec le professeur Alpha Condé, avec toutes les actions qu'il a entreprises pour pouvoir aider le professeur à entreprendre et à vraiment concrétiser ses réalisations. Nous avons oui pour la nouvelle constitution. Les urnes, pas la rue. Allons au référendum. La Toto, Komagasa, Alamane sont entre autres slogans scandés par ces citoyens massivement mobilisés à Sare-Boido. Tous les discours lits ici, là, ceux qui ont dit oui pour la nouvelle constitution. Ce message est très important pour les partis et pour le gouvernement d'Alpha Condé et pour le président même. Parce que c'est la seule façon de permettre à contribuer à l'intérêt de la Guinée et les Guinéens dans son ensemble. L'appui financier aux couches vulnérables par la mise en place des agences de microfinance à travers la MUFA, la relance de la culture du coton, l'électrification des chefs-lieux, des sous-préfectures, ainsi que la commune urbaine, la construction d'écoles, des centres de santé publique, la construction d'un marché moderne à Sare-Boido, sont autant de réalisations qui concrétisent aujourd'hui l'engagement des citoyens à soutenir le chef de l'État et son gouvernement. Sare-Boido, c'est le pôle, n'est-ce pas, de Koundara. Je crois que le message ainsi lancé, il sera très porteur. On ne se croirait pas dans une sous-préfecture. On a les engrais, on a l'ANAFIC. L'intérêt de Koundara, de Sare-Boido aujourd'hui, c'est de continuer à être reconnaissant, à ne jamais perdre de vue que le procès Alpha Condé a une affection particulière pour Sare-Boido. Et pour ce faire, il faut que Sare-Boido se mobilise. À Koundara, la diversité culturelle constitue un acquis inestimable pour la communauté. Ces prestations culturelles, à l'image de toutes les ethnies qui y vivent, illustrent parfaitement cette union que les citoyens jugent plus sacrée. Ici, dans le Badiar. Voilà, vous venez de voir les infrastructures sociales de base réalisées dans la préfecture de Koundara. À présent, Guinée en bref est la compilation de l'actualité nationale commentée par Yaya Silla. La communauté guinéenne vivant en Belgique et en Hollande s'est retrouvée samedi devant le Parlement européen. C'était pour exprimer son soutien à l'idée du référendum pour une nouvelle constitution en Guinée. La paix et l'unité nationale dans le pays ont été des slogans scandés par les participants. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour soutenir le projet de nouvelle constitution en République de Guinée. Parce que notre pays aujourd'hui a droit à cette condition compte tenu de son évolution. La constitution, elle n'est pas statique. Elle doit s'adapter à la réalité de chaque pays. Et c'est un droit, c'est un droit au peuple, à ce qu'il se dote d'un outil qui puisse assurer son fonctionnement normal et son développement. Au Gabon, la communauté guinéenne apporte aussi son soutien au projet de nouvelle constitution. Cette rencontre est l'initiative de l'ANC, Alliance pour la nouvelle constitution. Une occasion pour cette structure d'expliquer à ces Guinéens la nécessité de l'adoption d'une nouvelle constitution. Il est important d'aller au référendum et que le référendum est la seule voie appropriée pour une population ou pour un citoyen pour exprimer librement son opinion. C'est une épopée qui offre des perspectives de l'autonomisation de la femme dans une saga pleine d'actions entre suspense et rebondissement.
À la fois bouleversant et attachant, ce film intitulé « Légitime défense » nous plonge dans une réalité saisissante. Un chef-d'œuvre dont le but est de contribuer à éclairer et sensibiliser le monde du XXIe siècle sur les dangers de la violence domestique, mais aussi de propulser le 7e art sur la plateforme internationale. C'est pas seulement pour passer le message sur les violences domestiques, mais nous essayons aussi d'utiliser ce moyen comme une façon de rehausser le niveau du cinéma guinéen, essayer de mettre le cinéma guinéen sur la plateforme internationale et voir comment est-ce que nous pouvons être au même niveau que les autres pays déjà qui sont en avance sur nous. Au panorama culturel, le roman Âme noire en péril dans les rayons des librairies. L'ouvrage est du médecin Famara Camara. Il est consacré au balafre de la guerre civile dans les années 2000 en Sierra Leone. Dans ce roman, l'auteur retrace le passage de l'attaque rebelle à Benalaya dans la préfecture de Forikaria. Teinté d'émotion, je vous laisse découvrir le destin tragique d'une famille qui a tout perdu. Diamokaba. Les médecins ont aussi un penchant pour la littérature. Dr Famara Camara est un nouveau symbole de cette cadence littéraire que révèle son tout premier roman intitulé « Âme noire en péril ». L'ouvrage s'intéresse au destin tragique d'une famille pendant la guerre civile en Sierra Leone. La scène se passe à Benalaya dans Forikaria, à 150 km de Freetown, la capitale léonaise. Un témoignage de Dounia, grand témoin des faits, recueilli en 1996. Quand les rebelles sont venus dans leur famille, la famille Mansaré, ils ont tué son papa, ils ont tué sa maman, ils ont tué sa grande sœur Maïmouna. En ce moment, puisque sa grande sœur, l'aînée, qui était déjà partie aux États-Unis pour continuer ses études à l'université, donc c'est seulement celle-là qui était épargnée. Donc les rebelles, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans leur groupe. Donc ils ont fait tout le chemin avec lui, de Makeni jusqu'au niveau de Freetown. Quand les rebelles sont venus, en ce moment, il y avait le barrage de Zekomok qui ont intervenu. Donc la bataille fut rude. C'est à cette occasion que Dounia a eu la chance de s'échapper. Symbole vivant des balafres de la guerre, Âme noire en péril évoque aussi les problématiques liées aux épidémies et le phénomène migratoire sur le continent noir. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a les épidémies, qu'on ne peut pas se séparer. Donc, ces épidémies-là mettent en péril l'Afrique et les Africains. Donc, c'est Âme noire en péril. On voit la famine. Donc, tous ces grands mots sont des menaces pour Âme noire. Ce roman est le résultat de 2 décennies de recherche, loin des conclusions hâtives et superficielles. Par cet engagement de l'auteur Famara Camara, Âme noire en péril rejoint le grand répertoire des œuvres littéraires qui passionnent et trouvent leur place dans le milieu éducatif. Le décret portant nomination des cadres au ministère de la Justice est également à retrouver sur le site web de la RTG, www.rtgcoloma.info. C'est la fin de cette édition. Merci.